Maxime Pérez, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes expert en matière de sécurité. Et je voudrais que nous commentions avec vous les informations fournies dimanche lors d'une réunion, on va dire, à moitié secrète, top secrète de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, et révélations du patron du Shin Bet israélien, Nadav Argaman, qui a dressé un bilan de l'année 2017 en matière de sécurité et de défense, et qui a fourni une information qui peut paraître stupéfiante. Pas moins de 400 attentats d'envergure ont été déjoués par le Shin Bet et par les forces de sécurité israéliennes durant l'année 2017. C'est tout à fait surprenant dans la mesure où on avait le sentiment que des attentats d'envergure, ça n'existait quasiment plus, et que le terrorisme de ces dernières années s'exprimait essentiellement à travers celui des loups solitaires qui frappaient soit avec des voitures béliers, soit avec des couteaux, parfois même avec des armes, mais pas au-delà. Cela veut dire que derrière cela, il y a un travail constant au quotidien des forces de sécurité. Oui, il y a plusieurs leçons à tirer, Daniel, de ces chiffres absolument impressionnants du nombre d'attentats déjoués par les forces de sécurité israéliennes ces dernières années. La première, c'est que le calme sécuritaire qui est inventé par le gouvernement israélien depuis maintenant 2 ans, depuis la fin de ce qu'on appelle l'intifada des couteaux, qui n'a jamais totalement cessé en réalité. Ce calme est trompeur, et il est le résultat de l'action constante des forces de sécurité israéliennes. Elle s'exprime de plusieurs façons. D'abord par ces opérations préventives d'arrestation qui ont lieu chaque nuit en Judée-Samarie, dans les villes sous contrôle de l'autorité palestinienne, avec l'appréhension de suspects palestiniens, de cellules, de projets d'attentats. Et puis il y a ce travail qui est peut-être quelque chose de nouveau, voire même de révolutionnaire dans la façon d'appréhender la menace terroriste. C'est ce travail qui est fait de renseignements préventifs, de travail sur les réseaux sociaux, avec le développement, notamment par la police israélienne, d'algorithmes, de logiciels extrêmement sophistiqués, capables, grâce à des mots-clés enregistrés dans des systèmes, dans des algorithmes, d'identifier des projets d'attentats. Et c'est cette combinaison d'outils mêlant à la fois le renseignement et ce que peuvent faire les forces de sécurité israéliennes au quotidien sur le terrain qui permet d'arriver à ces chiffres. Et ce qui est absolument impressionnant dans ces chiffres, et peut-être même inquiétant, c'est qu'il y a encore, on le voit bien, des tentatives d'attentats suicides, des tentatives d'enlèvement, et on sait quelles peuvent être les conséquences de tels attentats s'ils devaient avoir lieu, avec évidemment le risque d'escalade que cela peut engendrer. Alors, qui sont les terroristes qui sont arrêtés, dont on arrive à déjouer les attentats avant qu'ils ne les commettent? Est-ce qu'il s'agit de terroristes idéologiques, on va dire de gens qui sont des militants, par exemple du Hamas, ou alors est-ce que ce sont essentiellement, on va dire, des individus qui ont des problèmes, une problématique psychologique, comme on l'a vu dans certains cas? Est-ce que là-dessus, le chef du Shin Bet a fourni certaines informations aux membres de la commission? Il n'y a pas de répartition exacte quant aux motivations des uns et des autres, des différents terroristes neutralisés, arrêtés au cours de l'année écoulée. On parle de 1000 suspects palestiniens appréhendés par les forces de sécurité israéliennes, par les divers moyens que j'ai exposés précédemment. Mais il y a évidemment parmi ces auteurs d'attentats une partie qui sont directement recrutés par le Hamas, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de passif sécuritaire, mais qui ont été identifiés comme parfois par tout simplement lien familial, puisque certains ont des membres, ont des proches à Gaza, ont été identifiés comme des personnes envers qui on peut potentiellement transmettre un savoir-faire, transmettre une certaine logistique pour pouvoir mener à bien un attentat, pour pouvoir éventuellement recruter d'autres
personnes pour pouvoir constituer une cellule et mener des attaques en Israël. Ça, c'est le premier point. C'est quelque chose qui est connu de la part des services de sécurité israéliens, ce qui est beaucoup plus difficile et qui est véritablement un phénomène nouveau depuis quelques années, notamment depuis cette intifada des couteaux. C'est, vous l'avez dit, ces profils psychologiques de Palestiniens qui ont parfois des antécédents familiaux, des problèmes personnels à régler, une détresse économique même parfois pour certains, et qui par désespoir dans une certaine mesure vont décider de se sacrifier. Et ce terme de sacrifice, il est employé explicitement dans ce rapport du Shabak, ce terme de sacrifice, et ce sacrifice donc pour pouvoir tout simplement se nettoyer de leurs différents problèmes en quelque sorte, sur le compte évidemment de civils ou de militaires israéliens. Et puis justement, puisque vous parlez de ce genre de profil de terroristes, il y en a certains qui, vous parliez de détresse sociale et de problématiques financières, il y en a certains qui probablement commettent des attentats ou veulent commettre des attentats pour essayer après de permettre à leur famille de bénéficier des fameuses allocations versées par l'autorité palestinienne. D'ailleurs, dans le cadre de ce rapport, le Nadav Argaman, le chef du Shin Bet, a expliqué que l'autorité palestinienne ne se contentait pas de verser des salaires aux terroristes arabes palestiniens qui sont détenus en Israël pour avoir commis des actes terroristes, mais également aux familles des terroristes arabes israéliens qui sont des citoyens israéliens. Oui, absolument, et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant pour les autorités israéliennes qui envisagent, même si cela ne fait pas forcément ça ne donne pas forcément bonne image à l'extérieur d'Israël, mais il y a certaines mesures qui sont à l'étude, comme la suppression des allocations familiales, ce qu'on appelle le bitoar leumi pour ces mêmes familles d'Arabes israéliens. Je vous rappelle que c'est-à-dire que dans l'absolu, il est possible que des familles de terroristes arabes israéliens, il n'y en a pas beaucoup, il faut le préciser, ce n'est pas l'ensemble de la population arabe israélienne qui est ciblée, mais on va dire certains éléments dans la population arabe israélienne qui, d'un côté, reçoivent les familles de ces terroristes reçoivent d'un côté de l'autorité palestinienne et ils continuent à recevoir des allocations du bitoar leumi. Absolument, et on peut parler de véritable double allégeance. C'est pour ne citer qu'un seul exemple assez récent, c'est justement cette famille d'Oum el-Fachem, donc dans ce qu'on appelle la région de Toit de Galilée, cette région fortement peuplée d'Arabes israéliens. Et c'est de là dont sont originaires les deux terroristes. Oui. On a envie de dire palestiniens, mais ce sont des Arabes israéliens, deux jeunes Arabes israéliens qui avaient, rappelez-vous, en juillet dernier, commis cette attaque sur le mont du Temple en assassinant de sang-froid deux policiers israéliens, ce qui avait entraîné, rappelez-vous, ces mesures qui avaient provoqué un embrasement. C'est l'installation de portiques à l'entrée des lieux saints juifs et musulmans de Jérusalem. Et donc, dans ce cas précis, il y a un vrai débat parce qu'évidemment, supprimer, retirer des allocations familiales à des citoyens israéliens, même s'ils sont les parents ou les proches d'auteurs d'attentats, juridiquement parlant, c'est un déni de droit, et c'est pour cette raison que les autorités israéliennes cherchent le mécanisme juridique et légal nécessaires pour pouvoir entreprendre de telles mesures qui sont évidemment exceptionnelles. Alors, une dernière question. En dépit de cette volonté des Palestiniens de commettre des attentats, lorsqu'on parle d'attentats d'envergure, ça nous rappelle la sombre période de la seconde intifada. Mais il faut bien avouer que la seconde intifada, il y avait des ordres qui descendaient on va dire, du haut de la hiérarchie pour attiser l'attention, pour provoquer des attentats. Est-ce qu'aujourd'hui, on est également dans un tel contexte, que ce soit de la part du Hamas d'un côté ou alors de la part de l'autorité palestinienne? Est-ce qu'il y a une incitation de la part des autorités ou alors on va dire même une sorte de planification d'attentats de la part des responsables palestiniens? Oui, cela fonctionne aussi bien du côté du Fatah que du Hamas, si ce n'est que du côté du Fatah qui est en quelque sorte l'organisation représentative de l'OLP et de l'autorité palestinienne. On se contente d'inciter les jeunes essentiellement à manifester, à s'en prendre aux forces de l'ordre israéliennes. Et évidemment, il y a toujours ces clips assez haineux qui sont diffusés sur la télévision palestinienne,
à Ramallah, à Naplouse, dans les villes sous contrôle de Mahmoud Abbas. On se garde évidemment de franchir certaines lignes rouges pour les Israéliens. On ne fait néanmoins pas la différence entre ça et ce que produit le Hamas à Gaza, qui pour le coup, lui, évidemment, incite ouvertement à commettre des attentats et fait tout en réalité depuis des années pour pouvoir embraser la situation en Judée-Samarie et à Jérusalem. Jérusalem est une cible de prédilection pour les islamistes du Hamas. Tout cela en essayant évidemment de ne pas trop faire en sorte que cette situation d'embrasement qu'il veut absolument alimenter en permanence ait des répercussions sur la bande de Gaza, sur son pouvoir dans la bande de Gaza, pour ne pas qu'il perde totalement pied, pour qu'il puisse continuer à exister politiquement dans les territoires palestiniens. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup de nous avoir aidé à commenter ce rapport du chef du Shin Bet, Nadav Argaman, présenté dimanche à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée, Daniel. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gerfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.